Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Arnaud Gaillot, qui est le président des jeunes agriculteurs, syndicat apolitique et indépendant. Arnaud Gaillot, bonjour. Bonjour. Je dis bien syndicat apolitique et indépendant. Oui, exactement, syndicat apolitique, indépendant. À l'intérieur de nos adhérents, je pense que chacun a sa sensibilité politique, ça se respecte, mais le syndicat n'a pas d'appartenance politique et n'a jamais donné de consigne de vote et ne le fera jamais. Premier syndicat chez les jeunes agriculteurs. Eh ben oui, on est le seul. Vous êtes le seul. Bon, 20 à 25 000 adhérents. Je rappelle qu'il y a 400 000 agriculteurs en France, qu'il y a à peu près 12 000 jeunes agriculteurs qui s'installent chaque année. 12 000, ce qui est trop peu, parce que ça ne permet pas la succession, évidemment. Évidemment. Et le remplacement. Et mathématiquement, quand on dit que la moitié des agriculteurs d'ici 10 ans vont partir en retraite, c'est simple de faire le calcul qu'il nous en faut au moins 20 000 par an. Donc c'est pour ça que Jeunes Agriculteurs, depuis sa création, se bat pour améliorer l'installation des jeunes, pour perfectionner les aides à l'installation, pour perfectionner les mesures de transmission. Et c'est pour ça que dans cette loi d'orientation et d'avenir agricole, on a poussé pour améliorer le dispositif d'accompagnement, pour promouvoir ce métier, parce que aussi, même si on est en train de vivre une crise sans précédent, que beaucoup de gens se demandent quel va être leur avenir demain, nous on en est convaincus qu'il y en a un, et donc il faut qu'on les accompagne, et il faut des mesures à la transmission fortes, ce qu'on n'avait pas actuellement dans la loi, donc on compte aussi sur le ministre pour répondre à ça. Et l'autre chose qu'on est en train de dire aussi dans cette crise, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont installés il y a 1 an, et qui n'ont toujours pas touché leurs aides au bout d'1 an à l'installation. Non. Et vous, quand je pense, tout concitoyen, quand l'État vous réclame de l'argent, vous ne nous attendez pas 1 an avant de venir chercher. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont droit à des aides, des jeunes agriculteurs qui ont droit à des aides. Et ces aides, ils sont installés depuis 1 an, ils ne les ont toujours pas touchés. Ils ne les ont toujours pas touchés. Ils ont été à la banque faire des prêts, ce qu'on appelle des prêts court terme, pour avancer l'aide. Bien sûr. Un prêt court terme, ça dure pas plus d'1 an. Et ce coup-ci, les banques leur disent, va falloir nous rembourser parce qu'on est arrivé à échéance. Sauf qu'ils ont toujours pas touché les aides de l'État. Pour certains, ça représente des sommes importantes, 40 000 euros. Et donc, comment vous donnez 40 000 euros, sachant qu'à l'heure actuelle, les revenus sont pas au rendez-vous. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus et c'est dramatique. L'attente est extrêmement forte. Je vais revenir sur l'intervention prévue du Premier ministre dans l'après-midi, Arnaud Gaillot. Mais regardons la situation. Près de 100 points de blocage. L'heure est grave. Arnaud Gaillot, est-ce que l'heure est grave ? Oui, l'heure est grave pour le gouvernement parce que s'il n'est pas à la hauteur des réponses cet après-midi, je ne donne pas suite du mouvement, comment il va se passer. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on tombe dans le pourrissement de la situation. Il ne faut pas que le gouvernement envoie un message finalement de désintérêt ou qui n'assumerait pas sa responsabilité. Parce qu'en fait, les gens qui sont sur le terrain, qui font partie pour la plupart de notre syndicat, que ça fait plus de 10 ans qu'on alerte ce gouvernement en disant si vous continuez dans la trajectoire dans laquelle vous êtes engagé, on va finir dans le mur, on va finir au clash, vous allez mettre les agriculteurs dans la rue. On y est aujourd'hui. On est au bord du clash, on est au bord d'une explosion, mais d'une explosion générale. Je l'espère pas honnêtement parce que on reste quand même des gens chanceux. On est des chefs d'entreprise, on a des entreprises, on n'a pas non plus intérêt à perdre nos entreprises. Comme des fois on peut voir des gens qui se laissent tenter à des débordements, mais il y a moins à perdre. Mais ce qu'on veut, nous, c'est qu'à un moment donné, on peut pas continuer dans une situation où le risque est que finalement les gens ont plus rien à perdre. Et ça, il faut pas. Donc, il faut que le gouvernement s'engage fortement, accepte de reculer sur certaines mesures qu'ils ont prises. Je vais y revenir sur les mesures. Je vais y revenir, Arnaud Gaillot. Mais la situation, je parlais de 100 points, près de 100 points de blocage. Est-ce que j'ai regardé la N118 bloquée autour de Paris, l'autoroute A1 dans l'Oise qui commence à être bloquée. Est-ce que Paris va être bloqué? Alors, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas de mot d'ordre, je dis bien national, de rentrer dans Paris, de venir à Paris, parce que si on donne un mot d'ordre national, ça veut dire que l'ensemble de nos structures départementales, régionales, convergent sur Paris. Là, ce qui se passe, pourquoi Paris est bloqué autour de Paris, c'est que nos syndicats régionaux, départementaux d'Île-de-France sont rentrés en action depuis ce matin. Donc oui, il y a des perturbations autour de Paris, mais je pense que si le gouvernement n'est pas au rendez-vous ce soir, on consultera nos réseaux, on en parlera avec eux, mais oui, à un moment donné, si les réponses ne sont pas là ce soir, vous appellerez à bloquer Paris ?
on en discutera avec eux, on verra, mais de toute façon, il faudra monter encore d'un cran. Ça voudra dire que si ce soir, ils sont pas capables d'apporter les réponses, ça veut dire qu'avec 100 points de blocage, qui en Occitanie durent depuis une semaine, qui, je rappelle, on est rentré quand même en mobilisation depuis le mois d'octobre. On a fait une pause du temps de Noël parce que c'est le moment où les gens se retrouvent et où les agriculteurs ont aussi envie de rentrer sur leur ferme parce qu'on a aussi du travail. On va pas passer nos journées sur des routes, mais on l'avait prévenu, on l'avait dit, on est revenu dès le début de l'année. Donc ça veut dire que là, depuis 3 mois, 4 mois qu'on est en mobilisation, ça voudrait dire que ce soir, ils sont pas capables d'être au rendez-vous, donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas compris. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on monte encore d'un cran. Donc monter, c'est Paris. C'est l'une des actions possibles. C'est l'une des actions possibles. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'on présage de ce qu'on décidera ensemble, collectivement. Bien. Dites-moi, vous disiez l'heure est grave. L'heure est grave pour les agriculteurs, l'heure est grave pour la France. Nous allons écouter avec attention ce que dira le Premier ministre cet après-midi. D'ailleurs, tiens, à propos du Premier ministre, où va-t-il aller cet après-midi, vous le savez ? Alors, de ce qu'on sous-entend, ça serait le sud-ouest. Oui, sud-ouest, ça c'est sûr, mais après, à Carbone, qui est le blocus ou le blocage, comme on voudra, sur la 64. Alors, vu que je suis pas son conseiller, oui. je vais pas pouvoir vous répondre. Mais vous ne savez pas, si vous êtes prévenu, À l'heure actuelle, je suis pas exactement prévenu, je suis pas sûr à 100%, mais les connaissants, parce qu'on va pas oublier que ça reste aussi des communicants, et donc vu que Carbone est quand même le lieu emblématique, si j'étais à sa place, je me rendrais sur celui-là. Bon, Arnaud Gaillot, la CGT appelle ses militants à rejoindre les agriculteurs mobilisés et à élargir le mouvement. La CGT avec vous, est-ce que vous voulez de la CGT à vos côtés ? Non. Non, nous, on s'est jamais ralliés à des mouvements sociaux. On n'a jamais profité d'autres mouvements sociaux pour aller expliquer notre désarroi. Donc, pour l'instant, il n'est pas question que la CGT se rallie à nous. Déjà, avant de se rallier à nous, ça serait bien qu'ils échangent avec les têtes de réseau, si toutefois ils ont l'intention de le faire et qu'on en discute. Mais je pense pas qu'on a besoin de la CGT pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on n'est pas sur les mêmes combats. On n'est pas sur les mêmes enjeux et il n'est pas question qu'on mélange les sujets. Si c'est une stratégie de division, une stratégie de noyer le sujet, ça ne m'intéresse pas. Vous avez peur de la récupération ? Alors, au-delà d'en avoir peur, je pense qu'on le constate tous, je suis qu'un petit peu sensible en ce moment, de voir qu'il y a une récupération, il y a une récupération politique. C'est pour ça qu'on dit à nos adhérents, ne vous laissez pas aller au populisme, ne vous laissez pas aller au facile. Je pense que la crise qui est face à nous, elle est pas simple, elle est complexe parce qu'elle est multiple. Et donc, celui qui va venir vous raconter sur votre point de blocage ou sur des télés que grâce à lui, tout va s'arranger du jour au lendemain, c'est faux. Faut pas oublier que tous ceux qui parlent à l'heure actuelle, qui sont des politiques, ça fait des années qu'ils sont en politique, ça fait des années qu'ils siègent dans différentes institutions. Donc, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, d'un seul coup, ils auraient les recettes miracles. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années pour l'agriculture ? Rien. Je sais pas. Rien. Bon. Voilà. Arnaud Gaillot, centrale d'achat Systému, accès neutralisé, jet de lisier sur un hypermarché Leclerc, un toit s'effondre, abattre des arbres pour ensuite les placer sur une autoroute. J'ai vu ça sur l'A54. Est-ce utile pour défendre votre cause ? Salir, répandre du fumier dans un McDo. Est-ce intelligent pour défendre votre cause ? McDo, c'est 100% de viande bovine française. Pendre et éventrer un sanglier devant l'inspection du travail à Agen. Est-ce utile pour défendre votre cause ? Alors, je vais être très clair. La première, c'est que je vous invite à regarder les images et à me dire quel syndicat a fait ça. La deuxième, c'est que nous, on l'a toujours été très clair et on l'a encore répété à nos adhérents, c'est des mobilisations dans le respect des biens et des personnes. Alors oui, par le passé, peut-être en ce moment, on va avoir sous nos syndicats des débordements. On a toujours pris nos responsabilités, ils prendront leurs responsabilités, parce qu'il y a un moment donné, la première des choses, c'est quand on demande à être respecté, il faut respecter aussi les autres. Et donc, je pense qu'aucune cause ne justifie des dégradations, ne justifie des violences. Alors oui, malheureusement, on a aussi des agriculteurs à l'heure actuelle qui sont désespérés, et vous savez tout comme moi, que quand vous avez des gens désespérés qui arrivent sur des manifestations, c'est aussi difficile pour nos responsables de les contrôler. Malheureusement, ça ne justifiera pas les débordements. Vous en avez cité, c'est pas sous nos syndicats, je vais pas faire du name de chaîne. Chacun assumera ses responsabilités. Moi je demande, c'est que on mélange pas tout, on fasse pas des amalgames et qu'on dise bien qui fait quoi. Vous en avez cité certains, ce n'est pas nous. Le McDo, c'est pas nous. À Agen, les dégradations, c'est pas nous. Le lisier, j'ai vu comme vous les images, c'est pas nos couleurs qui
qui sont sur les images. Donc voilà, oui, nous aussi, on a eu des débordements par le passé, mais je vous garantis qu'on a été au tribunal, on a des amendes, donc on prendra nos responsabilités, mais attention à pas céder au populisme, parce que ça bourre aussi derrière. Je vais revenir sur la désunion syndicale, parce qu'il y a aussi une désunion syndicale dans le monde agricole, Arnaud Gaillot. Et c'est ce qui fait la liberté d'un pays démocratique. Elle émerge là, on la voit. Pour ceux qui ne sauraient pas, pour ceux qui connaissent l'agriculture. Il y a 4 syndicats. Il y a 4 syndicats, la FNSEA, les JA, qui sont les 2 syndicats majoritaires, et derrière, vous avez la coordination rurale et la confédération paysanne, avec des visions différentes. On est dans un pays libre et démocratique, donc c'est un droit d'avoir des idées différentes, c'est un droit de défendre des idées différentes, mais je demande à tout le monde de bien faire la séparation entre chaque syndicat quand il y a des actions, pour pas qu'il y ait d'amalgame, pour pas qu'on dise que c'est la FNSEA, les JA qui sont en train de dévaster le pays, parce que on se rend compte que dans ce moment-là, il essaye d'avoir de la récupération, on essaye de faire de la surenchère, et on n'est pas dupe chez les jeunes agriculteurs aux côtés de la FNSEA, que vu qu'on est les 2 syndicats majoritaires, on va essayer de nous déstabiliser, on va essayer de nous diviser. Donc nous, on a rappelé à nos troupes, ne cédez pas à ces divisions, ne cédez pas à la tentation du populisme. C'est bien par l'union que l'agriculture a toujours relevé ces défis. Je vous dis ça, Arnaud Gaillot, parce que les reproches visant Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, vous les connaissez, ces reproches. L'agriculture française doit sortir de la complainte permanente. C'est ce qu'il dit, mais d'autres disent Arnaud Rousseau, c'est un gros céréalier d'Île-de-France, 700 hectares. Il est aussi président des huiles Avril, c'est Le Sieur, c'est Puget, c'est ISO 4. Il ne défend pas vraiment les agriculteurs, ou ceux qu'il défend, ce sont des très gros agriculteurs. Que répondez-vous à ces accusations? Alors vous savez, je suis pas son avocat. Non. Mais par contre, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui ne supporte pas les mensonges. Et moi, je dis qu'à un moment donné, on a le droit d'attaquer les gens, mais il y a un moment donné, il faut aller jusqu'au bout et il faut aller chercher la vérité. Et j'invite tout le monde à aller questionner Arnaud Rousseau et qu'on y donne aussi les droits de réponse. Moi qui le connais, les 700 hectares, c'est quand vous cumulez l'exploitation qu'il a repris de ses parents, de ses grands-parents, donc la sienne, et après vous rajoutez l'exploitation de sa femme, parce que sa femme est agricultrice, elle est installée. Donc ça voudrait dire que les gens qui sont en train de dire qu'il a 700 hectares considèrent que sa femme n'est pas une agricultrice. Ça veut dire que ces gens-là considèrent que les femmes n'ont pas le droit d'être agricultrices dans ce métier. Bien. Est-ce que le gouvernement est indulgent avec vous? J'ai écouté le ministre de l'Intérieur sur TF1 hier. On ne répond pas à la souffrance en envoyant de CRS. Là aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez vu les réactions. Les réactions de tous ceux qui ont manifesté contre la réforme des retraites ou contre la loi immigration en disant « Bah oui, voilà, le gouvernement ferme les yeux sur des exactions d'agriculteurs et charge avec des CRS lorsque l'on manifeste contre les projets gouvernementaux. Que leur répondez-vous? Alors moi je leur réponds que nous sommes rentrés en manifestation depuis le mois d'octobre et j'aimerais bien qu'on me sorte combien y a-t-il eu de policiers blessés depuis le mois d'octobre avec des manifs d'agriculteurs. Tout simplement. Ils vont avoir du mal à en trouver, je crois. Bien, regardons maintenant ce que doit, à vos yeux, proposer Gabriel Attal. Je vais prendre les points. D'abord le GNR, compensation intégrale pour tous les agriculteurs. Nous, ce qu'on demande très clairement, il faut expliquer les choses, parce qu'à un moment donné, on fait des amalgames et plus personne ne comprend. Ce qui est dit à l'heure actuelle, c'est que là, c'est 2 centimes par litre de carburant qui ne sont plus remboursés pour l'année 2024. 2 centimes, ça veut dire que quand vous commandez 10 000 litres, ça représente 200 €. Donc, oui, je peux comprendre que pour certains qui sont dans le désarroi, qui n'ont plus de moyens, 200 €, c'est pas rien. Mais je dis que je pense que si on arrive à avoir du revenu, à faire payer le juste prix de nos aliments, les 200 €, ça va paraître obsolète. Nous, ce qu'on demande, c'est que sur le GNR, on a tout le reste de la TICPE, qui est la taxe sur les produits pétroliers. Quand les agriculteurs achètent du gasoil, ils sont obligés d'avancer cet argent et au bout d'un an, l'État le rembourse. Il faut savoir qu'on a en moyenne 40% des agriculteurs qui ne demandent pas le remboursement parce que ils sont peut-être mal accompagnés, ils oublient. Voilà. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut que quand chaque agriculteur qui va commander du gasoil, en pied de facture, il ait directement la déduction de cette taxe. Et donc, ça veut dire qu'il n'avancera plus l'argent de cette taxe et ça représente pas loin de 500 millions € pour la ferme France, qui ne sera plus sortie des fermes en avance de trésorerie. Je comprends. Moi, je pense que notre combat FNSEA et JA est mieux
d'aller chercher 500 millions, donc ça veut dire 15 centimes. Donc quand vous allez commander 10 000 litres de foule, c'est 1 500 €. Contrairement à la coordination qui est en train d'aller chercher 200 €. Ça marque la différence. Hein. Il y a un delta de 1 300 €. Ça veut dire que l'agriculteur ne doit plus avancer d'argent à l'État, tout simplement. Hein. Arnaud Gaillot. Déjà qu'ils ne nous redonnent pas l'argent qu'ils nous doivent, on va arrêter de leur en avancer. Justement, j'allais y venir. L'une des demandes aussi, c'est le paiement immédiat de l'ensemble des indemnisations sanitaires et climatiques. Par exemple, là encore, l'État ne paie pas tout de suite. Maintenant, vous avez déjà les dossiers PAC. On a quasiment pas loin de 10%, et 6, 7, 8% des dossiers PAC qui sont pas soldés. Donc on a des agriculteurs à l'heure actuelle qui n'ont pas touché leurs aides PAC ou qui n'ont pas le solde total de leurs aides PAC. Donc ça, c'est immédiat. On ne doit pas savoir si c'est le problème de l'ordinateur. Enfin, où va-t-on? On est dans quel monde à l'heure actuelle? Il y a ceux qui ont été touchés par de la tuberculose qui n'ont toujours pas soldé. La grippe aviaire, ça fait plus d'1 an. Il y en a qui n'ont toujours pas touché. Sur la MHE, on leur demande d'être au rendez-vous. C'est quoi la MHE? La MHE, c'est la maladie qui a touché le sud-ouest, qui provoque des genres d'aft et qui fait que les bovins dépérissent. Il faut les drencher, ça passe en quelques jours, mais c'est des frais vétos, c'est de la rétention. Il a fallu faire des tests PCR sur les broutards pour savoir s'ils avaient la maladie avant de les exporter, donc on les a gardés plus longtemps en ferme. Donc ce qu'on demande, c'est que les pertes directes, indirectes soient prises aussi en charge par l'État. Et tout de suite, il faut pas attendre. Enfin, ces agriculteurs sont à bout. Et ce qu'on demande aussi, en plus des soldes de Z là, c'est qu'ils disent à l'ASP, qui est l'agence de paiement pour l'État, quand on leur dit c'est bon, vous pouvez payer les aides qui sont dues, eh ben on leur dit ce coup-ci vous soldez. Donc ça comprend ce que je vous ai dit, et ça comprend les aides à l'installation, parce qu'on a aussi tout un tas de jeunes qui sont pas payés. Mais bien sûr, l'État est mauvais payeur. L'État, mais c'est vrai dans de nombreux domaines. Je pense qu'il y a pas que dans l'agriculture. L'État est mauvais payeur. Bien, le prix de vente, le prix de base du produit agricole, c'est aussi une des revendications essentielles. Mais oui, parce que j'entends aussi en ce moment qu'on commence à dire la loi Egalim, elle marche pas, donc on la remet en cause. Non, la loi Egalim, si on la fait appliquer dans ce pays, elle va marcher. Elle est très claire. Elle dit, vous n'avez pas le droit de négocier la matière première agricole. Pour ça, vous avez des interprofessions où tous les acteurs sont autour de la table avec des instituts qui définissent combien coûte 1 litre de lait à produire, combien coûte 1 kilo de viande à produire, combien coûtent les fruits et légumes, le vin, enfin. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est maintenant, l'État, vous faites appliquer cette loi. Et à un moment donné, il faut aussi que les industriels, les GMS prennent leurs responsabilités. Et quand on voit son pays... GMS, c'est la grande distribution. C'est la grande distribution. Oui. Les transformateurs, les grandes marques. Enfin, il faut qu'ils comprennent que dans le moment dans lequel on traverse, dans le pays où ils sont nés pour la plupart, dans le pays qui les fait vivre, parce que leurs entreprises sont là, parce qu'elles profitent de cette qualité française, de cette renommée française, eh ben, elles sont à un petit moment donné patriotes, elles vont accepter de redonner l'argent. Moi, j'ai pas de problème que chacun gagne sa vie. Je pense que tout concitoyen qui se lève le matin, il a un but quand même, c'est pouvoir gagner dignement sa vie, pouvoir se faire plaisir quand il a envie. Mais on peut pas aller non plus dans l'extrême, qu'il y ait des gens qui fassent des surprofits sur le dos des autres. Enfin, je suis pas en train de vous dire que on revient au temps du communisme, qu'on nivelle tout. Enfin, c'est pas notre façon d'être. Mais tout extrême n'est pas bonne. Donc, il faut pas aller non plus dans l'autre côté, que des gens s'enrichissent et pendant que d'autres meurent. Alors, je rappelle que vous êtes agriculteur dans le Doubs. Oui. Que vous faites du fromage. Oui. Comté, Morbier. Pas moi spécialement, c'est les coopératives. Oui, coopératives. Mais vous élevez je produis le lait. Des vaches. Oui. Qui produisent du lait, qui vont, avec ce lait, faire du fromage. Oui. Du Morbier, encore une fois, du Comté, c'est merveilleux, c'est bon. Hein. Est-il vrai que, par exemple, tiens, les normes, parlons des normes environnementales, est-il vrai, par exemple, que pour tailler une haie, il y a 14 réglementations? Oui, entre la réglementation européenne et la réglementation française, vous avez 14 réglementations. Donc, vous imaginez que demain, et d'ailleurs, au passage, ça prévaut aussi pour les haies que vous avez chez vous. Alors là, personne ne le fait appliquer, mais normalement, nos concitoyens sont soumis aussi à des dates de taille. Ah bon? Vous n'avez pas le droit normalement de tailler votre haie quand vous voulez, mais apparemment il y a une indulgence sur les concitoyens. On dit qu'il y a des indulgences sur les agriculteurs, vous voyez qu'il y en a sur d'autres. Et le bien-être animal? Le bien-être animal, on a tellement parlé du bien-être animal que... Mais en fait, on en arrive à plus savoir. Mais on en est victime et finalement, on ne sait même plus de quoi on parle parce que les agriculteurs ont le sentiment qu'on n'en fera jamais assez. Je vais vous prendre l'exemple de chez moi, très concret. Je suis dans la filière Comté.
très bien, qui est rémunératrice, c'est très bien. Et comme dans partout, vous avez de temps en temps des directeurs ou des gens qui font partie de l'interprofession qui, malheureusement, comme nos services de l'État, ont une déconnexion aussi et qui vous expliquent qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à faire plus de bien-être. Et donc, je l'avais pris au pied du mot et j'ai commencé à y énumérer ce que j'avais fait dans ma ferme parce que je me suis dit, finalement, il est peut-être jamais allé dans une ferme, mais il sait pas ce que j'ai dans ma ferme. Donc, j'ai fait des modifications. Dans ma ferme, mes vaches, où elles dorment, ce qu'on appelle les logettes, j'ai acheté ce qu'on appelle des matelas. Alors, faut expliquer, parce que c'est pas le matelas que vous avez pour dormir le soir, mais ça y ressemble. C'est des couches de plastique qui ont été récupérées. Alors, en plus, on fait du recyclage, parce que la plupart sont faits avec les bouchons en plastique que vous avez sur les produits, donc qui leur permet d'éviter de se taler, d'éviter d'être mal couchés. Et donc, on a mis ça en place. Elles ont des brosses électriques qui, quand elles viennent se frotter, se mettent en route et donc leur frottent le dos, la tête. Moi, des fois, je rigole parce que ça leur fait une coiffure et une pète. Elles ont des distributeurs automatiques d'aliments pour aller, quand elles ont envie, manger. Elles ont des abreuvoirs à volonté. Elles ont du foin à volonté. Et donc, voilà. Donc, il y a un moment donné, j'y avais dit, qu'est-ce que je peux faire de plus si ce n'est de la faire dormir dans le lit avec moi? Alors le problème, c'est que j'en ai 90. Donc ça va faire du monde. Et la deuxième chose, je suis pas trop sûr que ma compagne accepte qu'une vache vienne dormir. Moi non plus. Moi non plus. Personne. Bon, donc si j'ai bien compris, halte à toutes ces réglementations et il faut que l'Europe vous écoute, Tous les accords, Mercosur ou autres, doivent être dénoncés. Oui, parce que ils sont pas sur les mêmes règles de jeu. C'est comme si vous mettez une équipe de foot et il y en a une, vous leur dites, vous enlevez vos chaussures et vous jouez pieds nus. Enfin, on en est là quand même. Et donc, arrêtons. On n'est pas sur les mêmes règles. On va entrer des produits qui respectent pas nos standards. Donc, stop. Mettons un peu de pause. Retrouvons du bon sens dans les institutions. Moi, je veux pas aussi qu'il y ait de malentendus chez jeunes agriculteurs. On dit, on veut plus d'Europe, mais mieux d'Europe. Posons-nous, acceptons de dire qu'on s'est trompé, qu'on a fait des erreurs, qu'on y a peut-être été trop vite et on va avoir des élections européennes. Eh ben, posons-nous la question, est-ce que cette Europe a envie d'avoir une vraie stratégie pour avoir une puissance agricole européenne, avoir des agriculteurs heureux d'exercer leur métier, qui, je le rappelle, est qui permet la vie. Est-ce qu'il faut sortir l'agriculture de tous ces accords internationaux? Vous répondre comme ça, on se laisserait tenter à dire oui. Mais en même temps, on sait qu'on a aussi des filières qui en profitent. Ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque fois, c'est souvent les mêmes filières qui en pâtissent. La viande bovine, qui en a déjà pas besoin. Enfin voilà. Donc, est-ce qu'il faut les sortir? Si on a envie d'aller vite, j'ai envie de vous dire oui. Mais en même temps, est-ce que un accord, le but, c'est que les deux parties s'y retrouvent. Et là, dans des accords comme ceux que vous venez de citer, on s'y retrouve pas. Et souvent, vous savez, les autres agriculteurs aussi de ces autres pays qu'on leur demande pas, on souffre aussi sur d'autres trucs. Donc, arrêtons cette incohérence. Retrouvons du bon sens. Et moi, j'invite tous ces gens qui sont dans ces administrations-là, qui nous paraissent complètement déconnectés. Eh ben, venez mettre les bottes, venez passer des journées avec les agriculteurs, venez passer des journées avec les artisans de ce pays, venez passer des journées avec le vrai monde. Parce que ceux qui vont aux urnes, vous savez, on explique qu'il y a un désamour dans ce pays pour la démocratie parce que les gens vont plus voter. Mais les gens, ils vont plus voter. Pourquoi? Parce que vous élisez des politiques, vous discutez avec le politique, et finalement, il n'y a rien qui se passe derrière. Quand le président de la République a été auprès des agriculteurs dans le Nord-Pas-de-Calais, touchés par les inondations, comme les concitoyens, c'est malheureux, qui sont dans une détresse les plus probables, il a dit, on va curer tous ces ruisseaux pour pas que ça se reproduise, que s'il arrive de l'eau en masse, ça puisse aller le plus vite à la mer. Il n'était pas, alors je schématise, mais il n'était pas arrivé dans l'avion que les agriculteurs, ayant entendu le chef de l'État, ont dit, venez avec les pelleteuses, on va curer les fossés. Les pelleteuses sont arrivées, l'Office français de la biodiversité est arrivé, a dit, non, vous ne touchez pas aux ruisseaux parce que la loi vous l'interdit. Donc à l'heure actuelle, le chef de l'État a dit, on cure les ruisseaux, et il n'y a aucun ruisseau de curé. Ça fait 4-5 mois. Voilà le malaise de ce pays. L'homme politique qui a été élu par le peuple donne des ordres, dit on va faire comme ça, et une administration qui n'en fait rien, qui ne fait pas ce que le politique décide, et à un moment donné, il faut revoir ces lois qui nous empêchent.
Merci Arnaud Gaillot, c'était passionnant, hein, absolument passionnant. Merci Arnaud Gaillot, on comprend mieux les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Et nous allons suivre évidemment tout ça de près, notamment entre 9h et 10h, puisque ce sera un spécial agriculture pendant 1 heure avec des agriculteurs qui vont intervenir. 0826 300 300, vous appelez, vous participez, n'hésitez pas. Merci.